Voilà, donc c'est le début de ce nouveau TD. Donc comme je vous disais, nous n'avons pas de vidéoprojecteur aujourd'hui, mais on va faire autrement. Hop. Alors, TD3. Voilà. Alors, les formules suivantes sont-elles des sous-formules de f? Alors, l'exercice 5, on vous donne une formule et on vous demande si des formules sont des sous-formules. Alors, on va la faire rapidement, celle-ci. Ça, c'est l'exercice 5. Donc, l'exercice 5, vous avez cette formule, f, qui est égale à non x implique y, ou non z équivalent à y et, donc elle est à rallonge, celle-ci implique non y, et là on a 4 parenthèses fermantes. C'est bon. Ouf. Voilà votre formule f, et on s'interroge à savoir si par exemple non y c'est une sous-formule. Alors c'est quoi une sous-formule? Une sous-formule, vous pouvez le voir comme quand vous allez prouver que ça c'est vraiment une formule, vous allez devoir utiliser des règles pour la décomposer, etc. En fait, une sous-formule, c'est tout ce qui apparaît dans votre décomposition. Ça peut être vu comme, vous pouvez le voir comme ça. Donc, est-ce que non y, ce serait une sous-formule? Est-ce que ça apparaîtrait quelque part dans la décomposition? Est-ce que non y, c'est une sous-formule, un composant, si vous voulez, de f? Oui, bah oui, parce qu'il apparaît là. En fait, x implique non y, à un moment donné, il va apparaître dans notre décomposition, puisque y et tout ça, ça va apparaître dans la décomposition. Donc ça, x implique non y, ça va apparaître dans la décomposition, et quand on va le décomposer lui-même, ça va faire apparaître x d'un côté et non y de l'autre. Donc non y, c'est une sous-formule. Est-ce que x implique y? C'est une sous-formule. Oui, ça va apparaître d'ailleurs dans la première étape de décomposition, c'est-à-dire tout ça, non, dans la deuxième étape. Puisqu'au début, vous allez retirer le signe non, et ensuite, vous allez décomposer les deux parties du ou, et vous allez avoir le x implique y qui va apparaître. Donc oui, c'est une sous-formule. Est-ce que non z équivalent à y, c'est une sous-formule? Pardon, je vais l'écrire. Non z équivalent à y. Non, ce n'est pas une sous-formule, à aucun moment il va apparaître. Alors comment vous le prouveriez ça? Si on vous dit en partiel, prouvez que ce n'est pas une sous-formule, comment vous faites? Comment? Exactement. Vous faites la décomposition, l'espèce d'arbre qu'on faisait la semaine dernière et la semaine d'avant. Vous allez prouver que ça, c'est une formule en le décomposant en toutes ses sous-composantes, et vous allez montrer que, vous dites, ça n'apparaît jamais, effectivement. Donc effectivement, non z équivalent à y, ben, ça n'apparaît pas. On a non z équivalent à tout ça, mais pas juste à y. Donc, non, ce n'est pas une sous-formule. OK. Petit 4. Alors, petit 4, c'est non x implique y. Mais vu dans une correction qu'on avait dit non, moi je me suis dit si on peut distribuer la négation. On est d'accord? Mais regardez. Regardez, si on pose 2 fois 3 plus 7, d'accord? Quand vous avez demandé à un ordinateur de faire cette opération, l'ordinateur, si vous lui demandez de faire strictement cette opération, il va calculer d'abord 3 plus 7, et ensuite il va faire 2 fois 10. OK? Par contre, vous, ce que vous dites, oui, mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est 2 fois 3 plus 2 fois 7. Ce qui est totalement vrai. Mais ce n'est pas
l'opération qu'on a demandé à l'ordinateur. Certes, elle est équivalente, mais ce n'est pas ce qu'on lui a demandé de faire. On lui a demandé de faire d'abord l'addition et ensuite la multiplication. On voudrait qu'il fasse les deux multiplications et ensuite l'addition, on lui aurait mis sous cette forme-là. Donc ce calcul est équivalent à ce calcul, mais ce n'est pas en termes lexicographiques, en termes de symboles et de calcul, ce n'est pas le même. D'accord ? Qui vont apparaître explicitement. Voilà. C'est-à-dire que le fait de distribuer le signe non, le signe inverse, à chacun des éléments, c'est vrai, ça marchera toujours. Et vous aurez non x implique y qui apparaît. Mais vous avez modifié votre formule par une formule équivalente, mais ce n'est plus la même. Donc vous avez un autre sous-ensemble. Du coup, si on avait fait l'arbre, on ne trouverait pas 2 fois 3. Comment ? C'est parce que quand on fait l'arbre, on n'obtient pas 2 fois 3. Exactement. Quand on fait l'arbre de calcul, on n'est pas censé obtenir le 2 x 3 et le 2 x 7. D'accord ? C'est équivalent, mais ce n'est pas la même formule. Vous l'avez changé. Donc, ce n'est pas une sous-formule. D'accord ? Donc, le non x implique y n'est pas une sous-formule parce qu'il n'apparaît pas de façon explicite dans les composants de notre formule. Donc, non. Autrement dit, si vous devez construire avec des composants cette formule, vous n'aurez pas besoin d'acheter un composant qui vous fait ça. D'accord ? Ou alors, ce que vous devez faire, c'est que votre formule sur le papier, vous la retravaillez pour la modifier et faire apparaître explicitement ce terme-là. Mais là, en termes de construction, en termes de composants, ça ne compose pas cette formule. Voilà. Et enfin, est-ce que z équivalent à y et x implique non y, voilà, est-ce que ça, c'est une sous-formule? Bah oui, oui, ça me semble bien, hein. À part s'il y avait un piège, mais j'ai bien recopié les symboles, donc oui. C'est bien une sous-formule. Ouais, c'est pas mal, on arrive à voir. Alors, je vais prendre en photo ça maintenant. Ah oui, c'est là, oui, l'appareil photo, c'est ça. Oula. Je sais plus. Ok. Ok, donc voilà, vous avez vu ce que c'était vraiment que les sous-formules, c'est les composants. Donc ça, en fait, les sous-formules, ça vous sert surtout pour des preuves, etc. C'est un terme qui est utilisé beaucoup pour des preuves, mais en pratique, ça ne va pas être très... vous n'allez pas l'utiliser très souvent, mais surtout pour des preuves. Quand vous voulez prouver une propriété vraie sur une formule donnée, vous allez prouver qu'elle est vraie sur chaque composant de la formule et qu'à chaque fois quand vous fusionnez les différents composants entre eux, quand vous les assemblez plutôt, eh bien, la propriété reste vraie. Voilà, donc on peut passer maintenant à l'exercice qui est le plus intéressant, c'est la table de vérité. Alors, une table de vérité, c'est quoi? Une table de vérité, le but, c'est de montrer ou de voir dans quelles conditions une formule est vraie, dans quelles conditions une formule est fausse, puisque chaque variable propositionnelle peut avoir quoi comme valeur? Voilà. Une variable propositionnelle peut être vraie ou peut être fausse. Donc elle peut avoir deux valeurs qui sont 0 ou 1. Alors, normalement, vous connaissez les tables de vérité des symboles, d'accord, de vos connecteurs logiques. Normalement, vous connaissez par exemple la table de vérité de non x. Non x, c'est vrai quand quoi est vrai ou faux? Il faut que x ait quelle valeur pour que non x soit vrai? Voilà, il faut que x soit faux pour que non x soit vrai. Ça, c'est vu. Pour avoir x et y qui soient vrais, il faut avoir quoi? Que x soit vrai et que y soit vrai, que les deux soient vrais. Inversement, enfin pas inversement, x ou y, à quelles conditions x ou y va être vrai? L'un des
Voilà, l'un des deux ou les deux est vrai, mais si les deux sont faux, ça ne sera pas vrai, ce sera faux. D'accord? X équivalent à Y. À quelles conditions X équivalent à Y est vrai? Quand X est faux ou quand X est vrai et que Y est vrai. Et si X est faux, il faut que Y soit faux aussi. Ah bah oui, sinon vous n'avez pas l'équivalence. Donc en fait, il faut que X et Y aient la même valeur. C'est tout. Qu'ils soient vrais ou faux, il faut qu'ils aient la même valeur et dans ce cas-là, l'équivalence est vraie. Et enfin, X implique Y. Alors lui, c'est un peu plus casse-pied. X implique Y. À quelles conditions X implique Y est vrai? X soit faux. Alors, X faux. Donc vrai, si et seulement si X égale 0, ou quoi? Les deux sont vrais. Voilà, où les deux sont vrais. Ou X égale 1 et Y égale 1. Voilà, c'est l'implication. C'est-à-dire qu'on considère que quelque chose qui est faux, si X est faux, ça peut impliquer quelque chose qui est faux ou quelque chose qui est vrai. Donc ça, c'est si X est faux, ça peut impliquer n'importe quoi. Et par contre, si X est vrai, il faut que ce qu'il implique soit vrai aussi. C'est-à-dire que dans votre implication, si vous supposez quelque chose qui est vrai et que vous en déduisez quelque chose qui est faux, vous avez fait une erreur dans votre implication. Donc elle n'est pas logiquement correcte. Par contre, votre implication, si vous supposez quelque chose qui est faux, vous pouvez en déduire n'importe quoi. C'est-à-dire quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Si par exemple je dis 3 est un nombre pair, on est d'accord que c'est faux. Mais j'ai aussi une règle qui me dit que quand j'ai un nombre pair et que je multiplie par 2, alors ce que j'obtiens c'est un nombre pair. Donc 3 est un nombre pair, donc 6 est un nombre pair. J'ai supposé que 3 était un nombre pair, ce qui est faux, d'accord? Mais j'en ai déduit que 6 était un nombre pair. Est-ce que ma déduction est fausse? Non, ma déduction est vraie. Ce qui est faux, c'est mon hypothèse de départ. Mais ma déduction était correcte. Par contre, inversement, si j'ai quelque chose qui est vrai, par exemple, 2 est un nombre pair, et j'en déduis que 5 est un nombre pair, parce que je fais ma multiplication par 2, et comme je ne sais pas faire une multiplication par 2, j'ai fait 2 fois 2 égale 5. Là, j'ai fait une mauvaise déduction. Donc ma déduction est fausse. Donc si vous avez quelque chose qui est vrai au départ et que vous en déduisez quelque chose qui est faux, c'est que vous avez fait une erreur dans l'implication. Donc l'implication est fausse en elle-même. Donc, pour faire ça, vous pouvez faire des tables de vérité. Alors, une table de vérité, c'est que vous avez une formule et vous allez regarder tous les axiomes de votre formule et certaines sous-formules de votre formule. Et à chaque fois, en fait, vous allez calculer pour toutes les possibilités de valeur de toutes les possibilités de valeur de vos axiomes, vous allez calculer la véracité, donc la valeur de vérité de votre formule, savoir si elle est vraie ou elle est fausse. Alors la table de vérité, ça marche comment? Par exemple, si on veut faire la table de vérité de l'implication, vous allez commencer par faire une colonne, donc vous allez faire un tableau, et vous allez avoir une colonne par variable propositionnelle. Donc ici, on a combien de variables propositionnelles? 2. Donc on aura 2 colonnes. Une X et une Y. Et ensuite, vous aurez une colonne pour chaque sous-formule de F, mais sous-formule qui est vraiment intéressante. Donc ici, c'est pas trop compliqué, il n'y en a qu'une seule, c'est X implique Y. Ok. Donc vous avez fait déjà les colonnes. Maintenant, les lignes. Vous avez autant de lignes en fait que de combinaisons possibles de 0 et de 1 pour vos variables propositionnelles. Autrement dit, vous allez devoir faire toutes les combinaisons possibles de 0 et de 1 pour X et pour Y. Donc, ça veut dire que si on a n variables propositionnelles, la table de vérité possédera combien de lignes? Alors, on est d'accord, le nombre de colonnes, c'est au moins n colonnes. Au moins. Alors, au moins,
Voilà. Alors, au moins, en fait, n plus une colonne. Parce que vous avez au moins autant de colonnes que de variables propositionnelles, plus la formule finale. Mais en fait, vous en aurez beaucoup plus, hein, des colonnes. Et combien de lignes? Voilà, 2 exposants n, 2 puissance n, plus une. Mais exactement, vous allez en fait construire tous les nombres binaires de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1 pour faire vos variables propositionnelles. Donc pourquoi 2 puissance n plus une ligne? Parce que on n'oublie pas la ligne d'en-tête, celle qui possède les étiquettes des colonnes, c'est tout. Voilà, donc ici on a 2 variables propositionnelles, on aura combien de lignes? 5. Voilà, on aura en tout 5, c'est-à-dire on va en rajouter encore 4. Ok, donc on va avoir 4 lignes. Voilà nos 4 lignes. Maintenant, comment vous remplissez, c'est-à-dire comment vous faites les combinaisons? Il va falloir les faire de façon ordonnée, parce que certes, quand vous avez 4 lignes, c'est facile de ne pas se tromper, de faire toutes les combinaisons. Par contre, quand vous allez avoir 4 ou 5 variables propositionnelles, et que vous allez avoir 16 ou 32 lignes à remplir, il va falloir le faire de façon ordonnée. Alors voici la technique que je vous propose de suivre. Vous commencez par la variable propositionnelle la plus à droite de votre tableau, et pas la plus à gauche. Et vous remplissez de 0 et de 1 de façon alternée, c'est-à-dire une ligne à 0, une ligne à 1, une ligne à 0, une ligne à 1, etc., etc. Ce qui fait que vous avez ça. Ensuite, pour x, vous faites de même, sauf que vous multipliez par 2 la période de transition. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 0, 1, 0, 1, vous faites 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Et s'il y en avait une troisième, vous feriez, voilà, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1. Exactement comme les nombres binaires. Exactement. Et en fait, vous formez dans l'ordre croissant tous les nombres binaires, hein, enfin les nombres sous format binaire, de 0 jusqu'à 2 puissance n moins 1. Et vous pouvez vérifier après. Si ce nombre binaire, là vous pouvez numéroter vos lignes 0, 1, 2, 3. Eh bien, si le nombre binaire à droite que vous avez dessiné ne correspond pas au numéro de ligne, vous avez fait une erreur. Voilà, si vous construisez de façon ordonnée votre table de vérité, déjà vous simplifiez, je dirais, au moins 50% de vos problèmes. Et donc ensuite, il faut faire remplir x implique y pour savoir qu'est-ce que ça vaut. Alors quand x vaut 0 et y vaut 0, x implique y, ça vaut quoi? Ça vaut 1. Parce qu'on a dit que si c'est vrai si x vaut 0 ou autre chose. Donc là, ça vaut quoi? 1 toujours. Ici, ça vaut 0. Et ici, ça vaut 1. Voilà. Donc en fait, l'implication, c'est plus rapide de voir quand est-ce qu'elle est fausse plutôt que de voir quand est-ce qu'elle est vraie. Elle est fausse quand x est faux et que y est vrai. Voilà. Ok, donc la table de vérité, ça consiste à refaire ça, mais pour des formules plus complexes. C'est ça la table de vérité d'une formule. Alors on va commencer par quelque chose d'un peu plus compliqué. Ah mais non, je vais prendre ça en photo. Ça enregistre toujours, c'est parfait. Et... ok, parfait. Donc excusez-moi, il faut que je prenne ça en photo. Je vais mettre dessous. Oh non, de ce côté-là, c'est pas mal. Voilà. Alors, imaginons qu'on ait 4 variables propositionnelles, A, B, C et D. Si on en a 4 dans notre formule, combien de lignes aura notre table de vérité? Ce qui fait... alors 2 fois 2, ça fait 4. Fois 2, ça fait 8. Fois 2, ça fait 16.
Vous êtes en formation informatique, donc les puissances de 2, il faut les connaître par cœur. 16, 32, 64, 128, 256, 112, etc. Ça, vous devez les connaître par cœur. Ça vous sera très utile vraiment pour beaucoup de choses. Donc, juste pour voir si vous avez bien compris le remplissage d'une table de vérité. Donc, on aura une colonne pour la variable propositionnelle A. Là, on fait une table de vérité, mais qui ne sert à rien puisqu'on n'a pas de formule réellement. On veut juste faire une table de vérité pour voir si on a bien compris comment on remplissait une table de vérité. Et puis après, vous avez autre chose. Mais cette autre chose, on l'ignore. Donc, vous aurez 16 lignes. Donc, on va commencer par le milieu. Donc, je suis censé en avoir 8 en haut, 8 en bas. Là, je suis censé en avoir 4 dans chacune. Là, je suis censé en avoir 2 dans chacune. Oh, ça commence à être petit. Et maintenant, je suis censé en avoir... Voilà. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, plus 1, 17. Donc normalement, j'ai le nombre de lignes qu'il faut. Alors maintenant, rappelez-vous, les règles sont qu'on commence par remplir quelle variable propositionnelle? Voilà, plus à droite. Et qu'est-ce qu'on met dedans? 0, 1 de façon alternée. Donc à chaque ligne, je change. Et c'est tout, là c'est plus une ligne. Ok. Ensuite pour C, je me décale juste à gauche. Et quelle est la période de transition? 2 cette fois-ci. Voilà, je mets 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. 2, 0, 2, 1. Ah oui, c'est juste faire tous les nombres binaires de 0 jusqu'à... ici, ce sera 0 jusqu'à 15. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Mais je peux vous assurer que sur au moins la moitié des copies qu'on corrige en partiel, les nombres sont complètement mélangés. Et après, on voit en fait des combinaisons qui se répètent et d'autres qui manquent. Et donc la table de vérité est fausse et l'étudiant n'a pas les points. Donc ici, ce sera 4. Voilà. Et enfin ici, ce sera 8, puisqu'on remultiplie par 2. Et 4 fois 2, ça fait 8. Donc 8, 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8, 1. Et vous avez fait toutes vos combinaisons possibles de 0 et de 1 sans vous tromper. Et vous les avez toutes qui apparaissent ici. Oui? Oui, tout à fait, oui. Bah, c'est ce qu'on fait. Hein. Donc, vous écrirez 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si vous voulez, vous pouvez aussi écrire en binaire directement. Sauf qu'en fait, si vous écrivez comme ça, vous le faites de façon beaucoup plus automatique sur votre copie. Je peux vous assurer que vous irez beaucoup plus vite. Si vous ne vous interrogez pas sur la transition binaire, etc., vous irez beaucoup plus vite avec cette méthode. De plus, cette méthode, elle va marcher même si, par exemple, vous passez en trinaire. Si, par exemple, vous n'êtes plus sur un système où les variables propositionnelles valent soit 0, soit 1. Mais imaginons qu'elles valent 0, 1 ou 2. D'accord? Donc, c'est plus de la logique binaire, hein, c'est d'autres choses. Si ça vaut 0, 1 ou 2, eh ben, le système reste le même, c'est-à-dire qu'au début, vous faites 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, et après, vous multipliez par 3, etc. Donc, vous faites 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, etc., etc. Oui? La période de transition, je la multiplie tout le temps par 2, c'est-à-dire le nombre d'éléments que j'ai dans mon système, le nombre de valeurs que peut prendre ma variable propositionnelle. Ça veut dire par exemple, c'est comme on a 2 0, on multiplie par 2 pour tromper. Voilà, c'est-à-dire que là, toutes les lignes, j'alterne. Ici, toutes les 2 lignes, j'alterne. Ici, toutes les 4 lignes, j'alterne. Toutes les 8 lignes, j'alterne. Toutes les 16 lignes, j'alternerai. Toutes les 32 lignes, j'alternerai, etc., etc. Oui? Tout à fait. Oui. Voilà.
ensuite 4, ensuite 8, etc. À un moment donné, vous aviez dit si on avait 3 quelque chose dans... Non, si les variables propositionnelles ne valaient plus soit 0, soit 1, mais 0, 1 ou 2, c'est-à-dire qu'on est dans un autre système. D'accord? C'est plus des variables binaires. On imagine des variables trinaires. Donc 0, 1 ou 2. Pour construire une table de vérité avec ce système, je ferai ici pour la variable propositionnelle 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc j'alterne chaque ligne. Puis après, j'alternerai toutes les 3 lignes. Donc 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Et après, j'alternerai toutes les 9 lignes. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Voilà, parce que, en fait, si je multiplie par 2, c'est parce que je suis en binaire. Et si, parce que les variables propositionnelles valent 2 valeurs différentes, soit 0, soit 1. Si j'étais dans un système trinaire, donc les variables propositionnelles peuvent valoir 3 valeurs, ce que vous n'aurez jamais dans ce cours. Ça vous donnerait 3 zéros, enfin vous multiplieriez par 3. Si vous étiez dans un système avec 4 valeurs, vous multiplieriez par 4, etc., etc. C'est pour vous dire que cette construction peut se généraliser à autre chose que juste du binaire. Voilà. Et ensuite, pour chacune des lignes, vous calculez la valeur de vérité de votre formule. Bon, alors si ça c'est clair, je vais juste prendre en photo. Oh, ben non, j'ai pas besoin, je peux me ramener sur la partie de gauche. Et l'exercice, c'est donc faire la table de vérité d'une formule. Alors, on va commencer par une formule plutôt simple, x et y implique x. Alors, cette formule a combien de variables propositionnelles? 2. Donc, ma table de vérité va avoir combien de lignes? Voilà, il y aura 5 lignes. J'aurai combien de colonnes au moins? Déjà, j'ai combien de variables propositionnelles? J'en ai 2, plus une colonne pour la formule complète. Et puis là, je ferai une colonne pour le y implique x. Voilà. Donc ici, j'aurai une colonne pour x, une colonne pour y, une colonne pour y implique x. Et on va dire que ça, c'est ma formule f. Une colonne pour ma formule f complète. Et ensuite, j'ai 4 lignes, puisque j'ai 2 variables propositionnelles. Alors, ensuite, je commence par remplir quelle colonne? La plus à droite, mais c'est celle-ci, ou c'est la colonne des variables propositionnelles qui est la plus à droite? Voilà. Donc, à la limite, pour vous aider, vous pouvez même faire un double trait, si vous voulez, pour séparer les variables propositionnelles des sous-formules. Donc ici, je commence par remplir de 0 et de 1 de façon alternée. Ensuite, pour x, je fais la même chose, mais de 2 en 2, donc 0, 0, 1, 1, et j'ai fini de remplir. Maintenant, je m'interroge sur y implique x. Y implique x, je vais calculer sa valeur de vérité. OK? Donc ici, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, y implique x? C'est vrai parce que y est faux, donc on ne se pose même pas la question. Ici, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux parce que c'est du vrai implique du faux, et ça, c'est faux. Ici, c'est vrai, et ici, c'est vrai aussi. Et maintenant, vous interrogez sur f, c'est-à-dire x et y implique x. Alors ici, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. Ici, c'est vrai ou c'est faux? Non, non, c'est faux. Je suis d'accord. Vrai ou faux? Bah oui, parce que 1 et 1, ça donne 1. Et enfin, ici, c'est vrai. Et vous avez fait la table de vérité de f. D'accord? Alors, les formules peuvent vous donner 3 choses différentes. Ce que vous pouvez trouver, c'est une table de vérité comme celle-ci, c'est-à-dire avec des lignes à 0 et des lignes à 1. Bon, ça veut dire que votre proposition elle est de temps en temps vraie, de temps en temps fausse. D'autres fois, vous pouvez trouver que des lignes à 1. Ça veut dire que votre formule, quelle que soit la valeur des variables propositionnelles, elle sera toujours vraie. Dans ce cas-là, on appelle ça une tautologie.
Quand on vous demande de prouver qu'une formule est une tautologie, ça veut dire que vous devez prouver que quelle que soit la valeur des variables propositionnelles, la formule est toujours vraie. Donc table de vérité, vous montrez qu'il n'y a que des 1 dedans. Et enfin, il peut y avoir que des 0, et dans ce cas-là, c'est une antilogie. Ça veut dire qu'elle sera toujours fausse. Et ça veut dire que son inverse, elle, est une tautologie. En mathématiques, comment on appelle une tautologie? On appelle ça un théorème. D'accord? Ben oui, un théorème, c'est-à-dire c'est une expression qui est tout le temps vraie. Voilà. Vous avez en général des hypothèses qui vous impliquent des conclusions, et ça vous fait un théorème, et en fait vos hypothèses, enfin votre implication, elle est toujours vraie. C'est-à-dire, si les hypothèses ne sont pas vérifiées, bon, ben, votre théorème ne s'applique pas. Si elles sont vérifiées, ça s'applique. Oui? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai pas bien compris pour 0 implique 0 donne 0. Ça, 0 implique 0 donne 0, c'est la table de vérité de l'implication. L'implication, il faut connaître sa table de vérité par cœur. Et son implication... Alors, pardon, 0 implique 0 égale 0 non, 0 implique 0 égale 1. Non, 0 implique 0. Mais là, c'est pas 0. Y implique X. Oui, Y implique X. Vous voulez savoir pourquoi ici c'est 0? Non, dans la formule, vous avez mis 0. Ici? Ben parce que c'est la sortie de F. F, c'est ça, c'est-à-dire ça, cette colonne, et cette colonne. D'accord? Donc c'est ces deux colonnes que je prends en parallèle. Ça et ça, en fait, c'est comme une multiplication. Donc 1 et 0, ça donne 0. 0 et 0, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. 1 et 1, ça donne 1. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alors, je vais prendre ça en photo. Oui? Quand on nous dit de montrer que des formules sont logiquement équivalentes, que l'une est une tautologie de l'autre, c'est... Non. Quand on vous demande de montrer que deux formules sont équivalentes, c'est-à-dire, imaginons que vous ayez une formule A, et vous voulez montrer qu'elle est équivalente à une formule B. Alors ça, c'est une question importante. Comment vous faites pour montrer qu'une formule A est équivalente à une formule B? Vous avez deux stratégies. La première, c'est de montrer que la table de vérité de A et la table de vérité de B sont exactement égales ligne par ligne. Si elles sont exactement égales, ça veut dire qu'elles sont équivalentes. Mais sinon, vous pouvez aller un cran plus loin. Pourquoi, si elles sont exactement égales, les tables de vérité, pourquoi les deux formules sont équivalentes? Eh bien, elles sont équivalentes parce qu'en fait, cette expression, A équivalent à B, si la table de vérité de A, c'est-à-dire les lignes de A, est exactement égale aux lignes de B dans le même ordre, eh bien, on est d'accord que la formule A équivalent à B, ce sera toujours 1, partout. Et donc, ça veut dire que ça, c'est une tautologie, c'est-à-dire que c'est tout le temps vrai. Et donc, vous avez montré que A était équivalent à B. Donc, vous avez deux stratégies pour montrer que A est équivalent à B. Soit directement, vous prouvez que A équivalent à B, c'est une tautologie, donc c'est tout le temps des 1. Ou soit vous montrez, vous faites deux tables de vérité, vous montrez que la table de vérité de A et la table de vérité de B, elles sont exactement égales. Ce qui est vraiment la même chose que de montrer que A est équivalent à B. Et voilà comment vous montrez que deux formules sont égales. Hop, je vais prendre dans l'autre angle, cette fois-ci. Je vais me reculer un peu. Ah oui, là c'est mieux. Voilà. Alors, ça c'est bon. Je vais effacer. Et on va faire une autre table de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre comme table de vérité? On va en faire juste une de plus. Monsieur, Oui? logique, on a juste demandé de faire les tables de vérité. Non, on ne vous demandera pas que ça. En fait, vous avez différentes stratégies pour prouver qu'une formule est une tautologie ou pas. Une des stratégies, c'est de faire la table de vérité. Le problème de la table de vérité, c'est que quand vous avez beaucoup de variables propositionnelles, ça commence à devenir long. Si vous en avez, par exemple, 7 des variables propositionnelles, ça vous fait 128 lignes. Enfin, 129. Ça va commencer à faire beaucoup, 128 lignes à gérer.
Donc là, la table de vérité, elle est plus possible. Et dans ce cas-là, on vous fera faire un calcul de séquent, ça s'appelle. Un calcul de séquent, pour montrer qu'une formule est tout le temps vraie, hein. Un calcul de séquent, c'est quoi? Ben, vous allez en fait prendre votre formule et avec certaines règles, c'est exactement le calcul par induction qu'on a vu, vous allez remonter en décomposant votre formule, etc. pour montrer que vous arrivez à des axiomes et compagnie. D'accord? Donc là, ce seront en fait des règles de calcul par induction, très similaires, mais pas exactement les mêmes, à celles que vous avez déjà vues. D'accord? Celles que vous avez déjà vues pour décomposer une formule en sous-formule. On appelle ça le calcul de séquent et vous montrerez que votre formule, vous êtes capable de la résoudre, c'est-à-dire d'arriver à des axiomes. Et vous aurez à ce moment-là montré que votre formule est tout le temps vraie. Mais ça, c'est un chapitre un peu plus tard. Ok, table de vérité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme table de vérité? Bon, on va faire la dernière. Hein. Ou montrer que les formules suivantes sont des tautologies. Ça, on s'en fiche. Montrer que les formules sont équivalentes. Ok, d'accord. Bon, on va avoir le temps de faire... Alors, on va faire donc celle-ci. X ou Y implique Z. Équivalent à non Z et non X ou Y. Non Z et non X ou Y. La table de vérité, on peut dire avec les lois de Morgan, quand on distribue la négation. Ben, les lois de Morgan, vous les avez vues en cours ou pas encore? Elles ont été admises comme un théorème ou comme un exemple? Je pense qu'elles étaient admises comme un théorème. D'accord. Alors dans ce cas-là, ça c'est de la manipulation de formule, c'est-à-dire que vous développez votre formule et tout ça, et vous essayez de montrer qu'il y a des sous-tautologies, etc. qui apparaissent. Vous pouvez le faire. Mais comment vous feriez pour prouver les lois de Morgan? Par exemple, comment vous feriez pour prouver, hein, donc là je fais une petite parenthèse, comment vous prouveriez que non X ou Y, c'est équivalent à non X et non Y? Comment vous prouveriez ça? Ben voilà, vous faites une table de vérité. Donc vous faites une table de vérité pour établir quelque chose, et ensuite ce petit truc, vous pouvez le réutiliser pour plus tard, pour autre chose. Donc oui, vous pouvez à ce moment-là remanipuler votre formule et la transformer, mais en général, un exercice où on vous dit calculer la table de vérité de telle formule, vous faites la table de vérité. Il y a écrit montrer que les formules suivantes sont des tautologies. Moi j'avais juste. Eh bien non, dans ce cas-là, d'accord, vous avez le droit d'utiliser la loi de Morgan si vous voulez, mais après, en fait, le but quand même d'un exercice de montrer que quelque chose est une tautologie, c'est de faire la table de vérité et de montrer que la formule, elle a que des 1 sur la dernière colonne. C'est ça l'objectif dans ce chapitre en tout cas. Okay. Oui? Oui? Pardon? Attendez, j'entends pas la question. Quand on utilise les lois de Morgan, au bout d'un moment, on va se trouver à utiliser les tables de vérité, non? Alors, ça dépend, hein, si c'est très simple, votre formule, que vous arrivez, par exemple, dans votre formule, vous appliquez la loi de Morgan, et puis vous arrivez à des sous-composants du genre A ou non A. Ben, les composants genre A ou non A, vous pouvez les changer par quoi? A ou non A, c'est quoi? Alors, A ou non A. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer de construire la table de vérité de ça? Oui. D'accord. C'est pas une autre variable, hein. C'est la même variable. C'est forcément 1. A ou non A, c'est tout le temps vrai. Parce que si A vaut 0, alors non A vaut 1, donc le tout vaut 1. Si A vaut 1, non A vaut 0, mais l'ensemble vaut toujours 1. Vous êtes d'accord? Donc en fait, ça, vous pouvez le remplacer par 1. Et si vous avez par exemple A ou non A et B, ben ça revient à 1 et B. Et 1 et B, ça donne quoi? B. Ça donne B. Voilà. Donc vous voyez, par manipulation, vous pouvez faire des changements de symboles et du calcul sur vos formules. Vous pouvez commencer à manipuler des petites parties de formules. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande dans ce chapitre. Mais vous pouvez arriver comme ça à réduire votre formule, soit à quelque chose de plus simple, soit directement à 1 ou 0. Si vous le réduisez à quelque chose de plus simple, ben vous allez montrer que votre formule est équivalente à une autre formule, mais ce ne sera pas ni une tautologie ni une antilogie. Si vous arrivez à 1,
c'est que vous avez montré que c'est une tautologie. Si vous arrivez à 0, c'est que vous avez montré que c'était une antilogie. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps vraie ou tout le temps fausse. Ah, du coup, en distribuant, je trouve qu'elles sont équivalentes, mais pas qu'elles sont une tautologie. Oui, tout à fait. Mais si en distribuant, vous prouvez qu'elles sont équivalentes, vous avez fait le boulot. Mais ce n'est pas ce qui vous est demandé dans ce chapitre. Dans ce chapitre, on veut que vous exerciez à faire des tables de vérité. Voilà. Mais ça reste valide. Mais là, le but, c'est de vous exercer sur un certain type de preuves, les preuves par table de vérité, qui ne sont pas très complexes, mais qui sont un peu exhaustives des fois en termes de calcul. Ok, donc je reviens en arrière et on va faire la table de vérité de celui-là, tout en haut. Donc la table de vérité, ici, vous avez combien de variables propositionnelles? Vous en avez 3 qui sont... Voilà. Donc on va avoir combien de lignes? Très bien. On en aura 9, c'est-à-dire 8 plus la ligne d'étiquette. Ok. Maintenant, les colonnes. Qu'est-ce qu'on va faire comme colonne? Alors, c'est là en général où les étudiants sont souvent pas d'accord avec moi parce qu'ils veulent en faire un peu moins. Moi, je veux en faire un peu plus, des colonnes. Donc là, par contre, c'est à vous de sentir, lors du partiel, à quel point vous êtes à l'aise avec les tables de vérité. Alors moi, je vais faire en tout cas non x. Je vais faire non z. Normalement, vous devez faire une colonne par sous-formule. Mais évidemment, on comprend qu'à un moment donné, vous en avez marre. Donc on comprend que vous n'allez pas faire tout plein de colonnes. Mais là, on va s'exercer. Donc je fais non x, non y. Je fais non z et non x. Oui, pardon, non z et non x. Voilà, ça commence à me faire beaucoup de colonnes. Je fais donc non z et non x. Je suis censé faire non z. Alors attendez. Ça, je vais dire que c'est C. Et je vais faire donc la colonne C. Y implique Z. Allez, c'est la fête. Ça, on va dire que c'est D. Et à la fin, on va dire que ça, la toute dernière formule, on va dire que c'est F. Donc tout ça, c'est la formule F. Et ça, on va dire que c'est la partie D. Voilà. OK? Ça va pour tout le monde? Donc là, j'ai vraiment fait une colonne par sous-formule. J'ai un petit peu exagéré. On peut réduire les choses, mais bon, on est là en TD, hein, autant s'amuser. On est là pour ça. Hein. Oh, aucune raison. Alors là, c'est juste que je me suis planté, c'est tout. Je voulais commencer par les sous-formules les plus simples. Alors les sous-formules les plus simples, bon ben non x, non z, c'est assez simple. Oui? Pour réduire, c'est-à-dire? Ouais, ben par exemple, vous pouvez dire, ok, non z et non x, je vais peut-être faire non z et non x ou y en un coup. C'est-à-dire, je mets les trois d'un coup au lieu de les assembler vraiment sous-formule par sous-formule. Donc, des fois, si vous êtes assez à l'aise, vous pouvez dire, bon, ok, j'ai non x, non z, j'ai y ici, bon, allez, je fais non x et non z ou y, et puis voilà, comme ça, vous ne faites pas étape par étape. Vous pouvez faire un petit peu moins de colonnes. Mais par contre, le coup de bluff de, il faut prouver que c'est une tautologie. Bon, s'il faut prouver que c'est une tautologie, c'est que c'est une tautologie. Donc je fais mes colonnes de variables propositionnelles et puis bim, je fais juste ma formule f et puis je mets des 1 partout sans faire mes calculs intermédiaires. Ça en partiel, ça passe pas. D'accord? Donc si en partiel on vous dit prouver que c'est une tautologie, qu'on voit que vous avez fait vos variables propositionnelles et puis bim, juste votre formule et que vous avez rempli de 1, oui, vous avez essayé de nous arnaquer, vous n'avez pas fait le calcul intermédiaire. Donc là, par contre, ça ne passe pas. Nous, on veut les calculs intermédiaires apparaître. Donc il faut rester raisonnable dans vos colonnes que vous fusionnez en un coup, etc. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. » Voilà, comme d'habitude. Voilà. Alors, le jour du partiel aussi, vous mettez votre feuille en mode paysage, hein, pas portrait. Vous tournez votre feuille parce qu'en général, vous avez beaucoup de colonnes, pas trop de lignes. Et puis même si vous avez tout plein de lignes, vous pouvez les continuer comme ça d'une feuille à une autre. Parce que si vous les mettez en mode paysage,
Vous allez faire vos colonnes, et puis si ça dépasse, vous allez vous retrouver à faire sur l'autre page, et là, vous perdez des fois la correspondance de vos étiquettes de colonnes. Donc, c'est le désordre. Moi, je vous conseille, hein, tournez votre page, vous faites comme ça, et puis vous ne posez pas trop plus de questions. Oui. Il faut faire les calculs intermédiaires. En gros, il faut faire les 9 possibilités, quoi, à l'écrit. Les 9 possibilités, vous voulez dire les 8 possibilités? Attendez, reposez-moi votre question. En gros, là, on a 9 lignes. En gros, il faut refaire les 9 têtes. Vous avez 8 lignes. Oui. Alors ça, les 8 lignes, vous êtes obligé de les mettre dans la table de vérité. Oui, non, mais je veux dire, en gros, à côté de faire les calculs... Ben, ce que je veux dire, c'est les colonnes que vous faites apparaître. C'est ça. Comme je disais, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître toutes les sous-formules comme une colonne. Ça, là, je l'ai fait, mais j'aurais compris que vous ne fassiez pas apparaître non X et non Z, et que vous fassiez juste apparaître non Z et non X. C'est-à-dire que ces deux colonnes, on aurait pu s'en passer. Et vous pouvez dire, pour ne pas perdre de temps lors du partiel, je mets juste cette colonne. D'accord? Donc, il faut rester raisonnable dans les colonnes que vous faites apparaître. Pas besoin de toutes les faire apparaître, mais par contre, il faut quand même en faire apparaître quelques-unes pour montrer que vous avez fait un calcul intermédiaire. Si vous me faites directement apparaître que cette colonne-là, là, je sens l'arnaque. D'accord? On fait les calculs intermédiaires dans le... Bah, de tête, hein. C'est-à-dire que vous voyez non Z et non X, vous vous dites, bon, bah, c'est un et. Pour que le et soit vrai, il faut que non Z soit vrai et que non X soit vrai. Donc, il faut dire que Z soit faux et X soit faux. Et vous repérez, partout, vous avez X faux, Y et Z faux, et vous mettez des 1 dans votre formule, et le reste, vous le remplissez de 0. D'accord? Ben, tiens, on va faire cet exercice. Alors, déjà, comment je remplis? Je commence par remplir quelle colonne? Voilà. Et je mets quoi? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Très bien. Ensuite, Y, comment je remplis? Et enfin, X, comment je remplis? Voilà. OK. Alors, normalement, je suis censé remplir non X, non Y. Mais je voudrais juste vous montrer qu'on peut remplir non Z et non X directement de tête en réfléchissant un petit peu à la formule. Et donc, vous expliquer qu'on pouvait éviter les colonnes non X et non Z. Alors, comment je fais? Non Z et non X, c'est donc un et entre deux variables propositionnelles. Le et entre deux variables propositionnelles, il est vrai à quelle condition? Que les deux soient vrais. Pour que non X soit vrai, il faut que X soit faux. Oui, je veux non X vrai, puisque c'est non Z et non X. Donc il faut que Z et X soient faux. Donc je vais juste repérer à quel endroit j'ai Z et X faux. Là, ils sont tous les deux faux, donc ça veut dire que ça, c'est vrai. Je continue. Là, ils sont tous les deux faux. Je continue. Là, ils ne sont pas tous les deux faux. Là, pas tous les deux faux. Là, pas tous les deux faux. C'est terminé. Le reste, je sais que ça va être des zéros. Puisque, encore une fois, cette formule est vraie qu'à la condition que ça, ce soit vrai, c'est-à-dire non Z soit vrai et non X soit vrai, et donc à la condition que X soit faux et Z soit faux. Donc il faut trouver à quel moment j'ai 0, 0 dans ces deux colonnes, et ça n'arrive que deux fois. Et le reste du temps, ça va être faux. Et voilà, j'ai fait un calcul, mais parce qu'on fait ça quand on est un peu plus à l'aise avec les tables de vérité, qu'on en a fait pas mal, et qu'on sait un petit peu manipuler les formules. Maintenant, on peut le vérifier, hein, parce que je vais quand même remplir ici, donc ça c'est facile. Non X, ben, il suffit que je fasse X, que je le recopie, mais en inversant. Donc je sais que ça va être 4, 1 et 4, 0. Et pour non Z, il suffit que je recopie Z, mais en inversant encore. Donc là, je sais que c'était des 0 et des 1 alternés, donc ce sera 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et on voit qu'effectivement, les seuls endroits où j'ai 1 et 1 pour non X et non Z, c'est là où j'avais déjà mis 1 pour le et, donc c'est bon. D'accord? Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, vous pouvez éviter certaines colonnes et commencer à faire du calcul un peu plus rapide. Par exemple, vous avez A et B et C. Au lieu de faire apparaître A et B, puis après A et B et C, vous pouvez directement faire apparaître A et B et C et faire votre calcul en disant qu'il faut qu'elles soient toutes les trois vraies pour avoir les deux et vrais. OK. Donc maintenant, C. C, c'est cette colonne ou Y. D'accord? À quelles conditions le ou? Est-ce qu'il est plus souvent vrai ou plus souvent faux dans sa table de vérité? Il est plus souvent vrai.
Or, moi, mon but, c'est d'en faire le moins possible. On cherche le où et faux. Voilà. Je vais regarder ce qu'il est le moins souvent. Il est le moins souvent faux. Donc, je vais regarder comment le ou est faux. Le ou, il est faux à quelles conditions? Quand les deux sont Les deux sont fausses. Donc, je vais regarder quand est-ce que j'ai un 0 pour ça, quand est-ce que cette colonne-là me donne 0, et quand est-ce que le y me donne 0. D'accord? Donc là, j'ai y qui vaut 0, et là, ça vaut 0, donc ici, ça vaut 0. Là, j'ai y qui vaut 0, ici, ça vaut 0, j'ai 0. Y qui vaut 0, ici, j'ai 0, ça me donne 0. Et c'est terminé. Voilà, on passe à des. Et tout le reste du temps, je remplace par des... Voilà. Le reste du temps, je mets des 1. Et vous n'avez pas besoin de réfléchir ligne à ligne. Vous pouvez réfléchir colonne par colonne et essayer de comprendre le comportement de votre sous-formule. Essayez de trouver des raccourcis pour la calculer. Bon, Y implique Z. Lui, c'est pas de chance, c'est équilibré. Non, c'est pas équilibré, effectivement. Y implique Z, c'est plutôt souvent vrai ou plutôt souvent faux, le implique. C'est plutôt vrai. Donc on va regarder quand est-ce qu'il est faux. Il y en aura moins de choses à remplir. Voilà, le but c'est d'en faire le moins possible. Donc comme il y a moins de combinaisons où il est faux, on va s'intéresser à quand est-ce qu'il est faux. À quelles conditions j'ai Y implique Z qui est faux? Quand Y est vrai et que Z est faux. On va regarder quand est-ce que Y est vrai. Donc déjà c'est sur ces deux lignes. D'accord? Et les deux dernières. Donc sur ces deux lignes, c'est quand Y est vrai et Z est faux. Donc c'est là qu'il est faux. Et enfin, c'est aussi ici, sur cette ligne, qui va être faux. Le reste du temps, ça va être vrai. Alors, D, c'est quoi? Voilà, c'est X ou Y implique Z. Le ou, il est plutôt souvent vrai ou plutôt souvent faux? Donc, on va s'intéresser à quand il est faux. Donc, pour qu'il soit faux, il faut que j'ai quoi? Voilà, X doit être faux et le terme de droite doit être faux aussi. X est faux, c'est uniquement les 4 premières lignes. Donc, déjà, les 4 dernières, je peux les laisser tomber. C'est uniquement les 4 premières lignes. Et Y implique Z faux, je regarde sur les 4 premières lignes, c'est uniquement là. Donc, c'est là qu'il va être faux, et le reste du temps, c'est vrai. Et enfin, la formule F, c'est une équivalence. L'équivalence, c'est plutôt souvent vrai ou plutôt souvent faux? C'est égal. Donc là, vous choisissez. Et en fait, on va juste regarder quand est-ce qu'on a la colonne C égale la colonne D. Voilà. Donc ici, ils sont égaux. Ici, ils sont différents. Ici, ils sont différents. Ici, ils sont égaux. Ici, ils sont différents, différents, égaux, égaux. Et vous avez fait la table de vérité de F. D'accord? Et des fois, la table de vérité de F, vous pouvez trouver des simplifications qui viennent naturellement sur votre table de vérité. Bon, ici, il n'y en a pas tellement, mais imaginons... Alors, vous avez fait votre table de vérité de F. D'accord? Imaginons que j'ai F'. Je vais essayer de le coller là. Sinon, on ne le verra pas dans la vidéo. Hop, je vais tourner très légèrement. Voilà. Imaginons que j'ai F', une autre formule. Donc, c'est pas là. Hein, qui me donnait ça. D'accord? J'avais une autre formule. Hein. On ne l'a pas mise. Hein. Mais ça me donnait cette table de vérité. Qu'est-ce que je pouvais en déduire? Que voilà. Puisque la formule F' équivalente à X, ce sera une tautologie. Donc, ça veut dire que c'est vrai. Et donc, en fait, votre formule F', ça veut dire que si vous la manipuliez, vous pourriez la ramener juste à X. Et avec la table de vérité, vous pouvez montrer comme ça que vous avez des simplifications de formules qui s'opèrent. Oui? Comment? B et C? D et C. D et C, ce ne sera pas une tautologie, non, parce que là, ce sera faux. Là, ce sera faux. Là, par contre, c'est vrai. Non, non, ce n'est pas du tout une tautologie. D, C. Par contre, D ou C, c'est une tautologie. D ou C. Mais par contre, ce n'est pas la formule qu'on a. La formule qu'on a, c'est l'équivalent.
D équivalent à C. D'accord? Mais la formule D ou C, ce sera une tautologie. Donc, c'est-à-dire la formule, c'est pas une tautologie. Ah, la formule, c'est pas du tout une tautologie. J'ai jamais dit que c'était une tautologie. Hein. On peut dire que c'est une formule quelconque. Ok, donc là, on a fait la table de vérité de la formule qu'on nous demandait, qui était la dernière formule de l'exercice. Alors, maintenant, on va faire un autre exercice. Oups, allez, c'est pas grave, on va le laisser comme ça. Alors, on va montrer qu'une formule est une tautologie. Tiens, le truc s'est coupé. On va montrer qu'une formule est une tautologie. Alors, attendez, j'ai un petit souci d'énoncé. Ah bah super, le truc... Ah, ça y est, il revient. Alors, qu'est-ce qu'on a dans tautologie, l'exercice 7? Ok, il faut montrer ça. Ah bon, on veut montrer une loi de De Morgan. Bon, on va le faire. Bon, on va le faire. Donc là, c'est l'exo... Toujours l'exercice... Ah non, c'est l'exercice 7, hein, pardon. On était passé au 7 depuis un petit bout de temps. Et là, on veut montrer que ça, c'est une tautologie, c'est-à-dire non X ou Y. Non X et non Y, c'est bien ça. Alors ça, donc, c'est la loi de De Morgan. Enfin, c'est une des lois de De Morgan. Okay, c'est la distribution de la négation sur le OU, qui inverse l'opérateur OU en et qui se distribue ensuite la négation à chacune des variables propositionnelles. On veut montrer donc qu'on a l'équivalence entre la formule de gauche et la formule de droite. Alors, ma table de vérité, elle aura déjà combien de variables propositionnelles? 2, qui sont X et Y. Donc elle aura combien de lignes? Voilà, elle aura 5 lignes. C'est celle-là, comment? Voilà. Mais ça, pour montrer, le but, c'est que, s'il vous pose la question, c'est qu'il ne vous dit pas, il ne vous dit pas d'utiliser la loi de Morgan, justement, on l'ignore, et on veut la redémontrer. Donc, vous avez X et Y, et quelles colonnes on va faire apparaître? Essayons d'être raisonnables sur les colonnes, en mettant pas trop, mais pas trop peu. Alors déjà, X ou Y, ok. Alors moi, je pense que vous pouvez mettre non X ou Y. Je pense que X ou Y et après non X ou Y, ça nous fait deux colonnes très similaires. Donc, on peut essayer de faire des calculs un petit peu plus complexes à chaque étape. Il faut comprendre que pendant le partiel, votre cerveau, il a une certaine charge qu'il va pouvoir supporter. Et au bout d'un moment, il va commencer à lâcher et à perdre de la concentration. Donc, essayez de l'économiser. Alors, pour l'économiser, il faut que quand vous faites une table de vérité, vous essayez de faire des calculs pas trop compliqués. Mais il faut comprendre aussi que si vous mettez trop de colonnes et que vous lui demandez trop de calculs, il va se fatiguer au bout d'un moment. D'accord? Ça va prendre du temps. Et même si vos colonnes sont très simples, ça demande quand même une certaine concentration. Et au bout d'un moment, vous allez perdre votre concentration. Donc, il faut faire des colonnes pas trop complexes, mais pas trop élémentaires. Sinon, vous allez en avoir de trop nombreuses, des colonnes à gérer. Donc, non X ou Y, ça me paraît raisonnable comme colonne à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on ferait d'autre comme colonne? Voilà, tout à fait. Sinon, on pourrait dire, oui, on fait une colonne non X, on fait une colonne non Y, et on fait non X et non Y. Mais non X et non Y, on peut s'en sortir aussi. Et qu'est-ce qu'on ferait d'autre comme colonne? Voilà, F. Si ça, on le nomme bien F,
vous mettez une colonne pour votre formule f. Ok, attendez, je remets bien la caméra comme ça. Voilà, sinon... Ok, alors ensuite, je remplis quelle colonne en premier? Voilà, je mets quoi? Et ensuite, je remplis quelle autre colonne? Et je mets quoi? Parfait. Ensuite, quelle colonne je remplis? Non, X ou Y. Alors, c'est un OU. Donc, il est plutôt souvent vrai ou plutôt souvent faux, le OU? Plutôt souvent vrai. Donc, je vais m'intéresser quand est-ce que le OU est faux. Mais donc, pour avoir le OU faux, ça me donnera le non, la négation vraie. Donc, je vais m'intéresser quand est-ce que cette formule est plutôt vraie. Et pour qu'elle soit vraie, il faut avoir quoi? En fait, les deux formules sont égales. Mais ça, je sais, mais on doit le prouver. Si vous me faites le coup de bluff, c'est ça l'exercice. Si vous me faites le coup de bluff de me mettre que des 1, parce que je peux vous le dire, hein, il n'y aura que des 1 ici. Hein, c'est une tautologie, il faut prouver que c'est une tautologie. D'accord? Mais non, le but de l'exercice, c'est d'utiliser la table de vérité pour prouver De Morgan. C'est comme si je vous demande, prouvez-moi le théorème de Pythagore et que vous me ressortez le théorème de Pythagore. Vous ne me l'avez pas prouvé, vous me l'avez réutilisé. Donc on considère que De Morgan n'a jamais existé, il n'est pas né, hein, d'accord? Et aujourd'hui, on fait une grande découverte dans le domaine de la logique. D'accord? Donc on essaye de montrer que ça, c'est une tautologie. OK? Donc, ça, je vais m'intéresser quand est-ce que j'ai la négation qui est tout le temps qui est vraie, puisque je vais regarder plutôt quand est-ce que le OU est faux. Donc pour avoir tout ça vrai, il faut, donc pour avoir tout ça vrai, il faut avoir ça qui est faux. Et pour avoir ça qui est faux, il faut avoir quoi? Voilà, je vais regarder quand est-ce que j'ai X et Y faux et où est-ce que ça arrive. Première ligne uniquement, et donc là, c'est vrai uniquement la première ligne. Et le reste, c'est faux. Et là, si vous savez que l'exercice, c'est de faire une tautologie, vous êtes tranquille. Vous savez qu'ici, il va falloir recopier la même colonne, et ici, mettre que des 1. Mais, voilà, je vous dis comment bluffer lors de votre partiel un petit peu, pour économiser vos calculs. Parce que vous savez que ça doit être une tautologie. Mais oui, mais il faut le faire, en fait, parce que ça va être beaucoup de calculs lors du partiel. Donc, à un moment donné, il faut que vous sachiez quel résultat vous voulez avoir pour économiser un peu votre santé mentale, hein, parce que croyez-moi, ça va être assez calculatoire. Oui? Donc, j'ai un moment où ça nous de montrer une tautologie. Par exemple, on calcule une partie de la tâche, la deuxième, on la simplement. Vous pouvez la déduire, tout à fait, oui. Et en plus, quand on vous demande de prouver que quelque chose est une tautologie, si vous ne trouvez pas que c'est une tautologie à la fin, vous revenez sur vos calculs et vous trouvez ce qui est faux, hein, et vous arrangez votre truc. Par contre, si on vous demande, cette formule est-elle une tautologie? Là, par contre, vous n'êtes pas sûr. D'accord? Il y a une différence entre prouver que c'est une tautologie et est-ce que c'est une tautologie. D'accord? Et si on vous demande est-ce que c'est une tautologie, là, par contre, il va falloir faire le calcul correctement. Je pense que vous pouvez y aller. Mais par contre, je vous le dis, ne faites pas le coup de bluff de nous mettre que des colonnes devant la propositionnelle et après directement la formule avec que des 1. S'il n'y a pas d'étape intermédiaire, on va sentir l'arnaque arriver. D'accord? Donc ici, non X et non Y, c'est vrai à quelles conditions? Il faut que j'ai non X qui soit vrai et non Y qui soit... Donc il faut que j'ai X qui soit faux et Y qui soit... Quand est-ce que j'ai X qui est faux et Y qui est faux? Première ligne aussi, le reste du temps, c'est ça. Est-ce que les deux colonnes sont égales? Oui. Donc c'est bien une tautologie et j'ai prouvé la loi de De Morgan. C'est une méthode de preuve. Oui? Elle est aussi logiquement équivalente. De comment? Elle est logiquement équivalente. Qu'est-ce qui est logiquement équivalent? Les formules. Ah ben c'est ce que je fais là. C'est pour ça, F, qui est l'équivalence de gauche et de droite, je viens de montrer que F est une tautologie. Ça veut dire que la partie gauche est tout le temps équivalente à la partie droite. Donc c'est un théorème de dire que ça, c'est tout le temps vrai. Donc c'est un théorème de dire que ça est équivalent à ça. Et c'est donc le théorème de De Morgan. On peut faire des tautologies avec d'autres choses que l'équivalence? Bien sûr. Vous pouvez par exemple montrer que, je ne sais pas moi, oui, vous pouvez, bien sûr. Vous pouvez montrer que, par exemple, montrer que A ou non A est une tautologie. On l'a dit tout à l'heure, A ou non A, c'est tout le temps vrai. Ben, faites une table de vérité pour le prouver. C'est facile, c'est une table de vérité avec une seule variable propositionnelle, A, et vous montrez que c'est tout le temps vrai. Et donc, tout dernier exercice, ce serait le 9.
Alors attendez, il faut juste que je prenne une photo. C'est pas grave. Donc là, une photo de tout ça, parfait. Donc le 9, je vais le faire là. Le 9, alors l'exercice 9, c'est montrer que x équivalent à y et x implique y et y implique... Ben voilà, d'accord. Ah, j'aurais pas dû enlever ça, moi. Montrer que ces deux formules sont équivalentes. Ce qui est en fait la définition de l'équivalence. Quand vous avez A équivalent à B, c'est que quand vous devez démontrer que A est équivalent à B, en général, vous montrez la double implication. Vous montrez que vous avez A implique B et que vous avez B qui implique A. Et c'est exactement ce qu'on vous demande ici. Vous faites la table de vérité. Combien de variables propositionnelles? Combien de lignes, donc? 5 lignes. Parfait. Combien de colonnes? Qu'est-ce qu'on va mettre comme colonne? Alors, ok, alors les 3, ce serait quoi? Ça, et... Ou dites-moi, quelle colonne vous metteriez? Vous mettriez quoi? Ok, ça me va, oui, ok, bon. X implique Y. Vous auriez mis l'équivalence? Oui, parce que c'est une double implication. Oui, donc, alors vous avez mis quoi? On n'est pas obligé de mettre les deux. Donc vous avez mis quoi comme colonne, dites-moi? X implique X équivalent à Y, et puis voilà. X implique Y et Y implique X? Oui, X implique Y, puis une petite barre, puis X implique Y et Y implique X. Et D'accord, donc vous auriez mis juste ça et tout ça. juste la partie à gauche, puis toute la partie à droite. Et toute la partie à droite. Voilà. D'accord, bon. Oui. Comme une équivalence, c'est double. Ah ben ça, vous ne le savez pas. Vous n'avez pas prouvé. C'est ce qu'on veut prouver. C'est comme la loi de De Morgan tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, encore une fois, oui, je suis d'accord avec vous. Et vous connaissez la réponse. On est censé avoir que des 1. De toute façon, la question est orientée. Elle vous dit prouver qu'elles sont équivalents. Mais vous n'avez pas le droit de le dire tel quel. D'accord? Ça, vous ne pouvez pas dire oui, mais l'implication... Voilà, le but, c'est de le reprouver avec la table de vérité. Donc, voilà, moi, je dirais Y implique X. Vous pourriez, à la limite, sauter ces deux-là et faire directement X implique Y et Y implique X. Ensuite, vous avez X équivalent à Y. Et normalement, si elles sont équivalentes, qu'est-ce que vous êtes censé trouver? Les mêmes valeurs ici. D'accord? Autrement dit, alors excusez-moi, je vais juste refaire le design ici. Excusez-moi, c'est la même chose. Hein, je redessine juste mes colonnes. Donc X implique Y. Y implique X. Ça, on va dire que c'est C. Ok, donc C. Ou X équivalent à Y. D'accord? Donc ça, pour que C, hein, c'est-à-dire tout ça, ce soit équivalent à X équivalent à Y,
il faut que normalement, elles soient égales ligne à ligne. Mais vous pouvez aller un cran plus loin. Pour prouver qu'elles sont équivalentes, il faut prouver que la formule x équivalent à y, il va falloir prouver qu'une certaine formule est une tautologie. Quelle formule doit être une tautologie pour qu'elle soit équivalente? Il faut essayer de votre question là qu'on vous pose, montrer que ça et ça sont équivalentes. C'est l'équivalent, c'est la même chose que de montrer qu'une certaine formule est une tautologie, est tout le temps vraie. Donc il faut que je montre que x équivalent à y est quoi par rapport à c? Voilà, tout simplement. Il faut que je montre que ça, c'est une tautologie. Et là, vous avez vraiment correctement posé votre problème. C'est-à-dire que vous avez exprimé la question entière sous forme juste d'une formule à montrer qu'elle est une tautologie. Donc, vous pouvez soit dire, ah ben il faut que les deux éléments là soient égaux à chaque ligne, ou soit vous dites, bon ben si c'est équivalent, il faut que l'énoncé qu'on me demande, c'est-à-dire que x équivalent à y équivalent à c, il faut que cet énoncé soit une tautologie, pour que ce soit tout le temps vrai. Ça va pour tout le monde, c'est clair? Oui, c'est bon? Donc je remplis quelle colonne? Y, 0, 1, 0, 1. Ensuite, je remplis quelle colonne? X, 0, 0, 1, 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais remplir? Bon, ben, X implique Y. On va regarder quand est-ce que c'est vrai ou quand est-ce que c'est faux. Quand est-ce que c'est faux et quand est-ce que c'est faux? Et Y est vrai. Donc là, c'est faux et tout le reste du temps, c'est vrai. Pour Y implique X, même chose. Il faut que je regarde quand est-ce que Y est faux et que X est vrai. Donc c'est là. Quand Y est faux et X est vrai. Pardon, pour X implique Y, je me suis trompé. Non. Oh oui, bien sûr, vous avez raison, c'est X. Oh oui, bien sûr, tout à fait. Merci, c'est ici. Tout à fait. Et donc ici, c'est l'inverse, c'est ici. Ok, merci beaucoup. Alors le et, qu'est-ce qu'il me donne? Ici, il me donne 1. Ici, il me donne 1. Et le reste du temps, il me donne 0. L'équivalent, il faut que je regarde quand est-ce que x et y sont égaux. Et ils sont égaux ici, et ils sont égaux ici. Et là, ils ne sont pas égaux. Et maintenant, l'équivalence, ils sont bien égaux. Ils sont bien égaux. Ils sont bien égaux. Ils sont bien égaux. L'énoncé qui m'a été demandé, c'est-à-dire que x équivalent à y est équivalent à c, est une tautologie. Donc c'est tout le temps vrai. Donc on a bien x équivalent à y qui est équivalent à x implique y et y implique x. Oui? En gros, l'équivalence, c'est une fonction x, non? En gros, ou exclusif, négatif. Quoi. Oui. Oui, oui, tout à fait. Un ou exclusif, c'est-à-dire le ou exclusif, c'est la différence. C'est la différence. En fait, on peut plutôt exprimer la chose comme le ou exclusif, c'est l'inverse d'une équivalence. Voilà. Oui, oui, mais de toute façon, en plus, le ou exclusif, c'est, vous allez montrer après, ça, ce sera la semaine prochaine, les systèmes complets, c'est-à-dire que vous allez montrer que certains symboles peuvent être remplacés par d'autres. Par exemple, une question. Est-ce qu'on a donc besoin du symbole équivalent dans une formule? Ou est-ce que toute formule peut s'exprimer différemment sans le symbole équivalent? Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a l'équivalence, on va pouvoir le remplacer maintenant par l'implication dans un sens et l'implication dans l'autre sens. Donc en fait, un système complet, c'est un système où toute formule propositionnelle peut être exprimée avec les symboles du système. Donc jusque-là, vous avez vu qu'il fallait le symbole et, le ou, l'implication, l'équivalence et le non. Mais en fait, l'équivalence, vous pouvez le virer. L'équivalence peut partir. Vous n'avez pas besoin de l'équivalence, vous pouvez tout exprimer sans équivalence. Et vous verrez aussi que le implique, vous pouvez le dégager aussi. Le implique peut être dégagé. Il n'y en a pas besoin. Le implique, on peut l'exprimer avec des ou, des et des négations. Et le ou, on peut aussi le dégager, puisque le ou, on peut l'exprimer avec une négation et des et. C'est la loi de De Morgan. Donc en fait, vous n'avez besoin que de deux symboles. La négation et le et, ou la négation et le ou. Et vous allez en voir d'autres en fait. Vous avez la barre de Schaeffer, que vous verrez la semaine prochaine. Elle permet de tout exprimer. Donc un seul symbole peut suffire. Voilà.
Écoutez, c'est la fin de ce TD. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et sinon, attendez, il faut juste que vous fassiez une petite croix ici pour dire que vous étiez là, comme ça. Et là,